Combien de mères se sont déjà demandé si elles connaissaient vraiment leurs enfants? Cette nuit-là, à 73 ans, j'ai découvert une vérité si cruelle que je refuse encore d'y croire. Je m'appelle Pauline Martin, et ce que j'ai vu il y a 2 heures a changé tout en quoi je croyais concernant l'amour maternel. C'était un mardi de février à Lyon, en France. Le vent hurlait dans les rues étroites du quartier du Vieux-Lyon, où je vis seule depuis la mort de mon mari Pierre. Mon appartement, au 3e étage de la rue Saint-Jean, qui autrefois résonnait de rires et de conversations, n'est plus rempli que par le bruit de la télévision et mes pas solitaires. Les murs de cet appartement gardent encore les souvenirs de 45 ans de bonheur conjugal, les photos de notre mariage en 1978, celle où Pierre tient notre petit Nicolas dans ses bras pour la première fois, nos vacances en Provence. Chaque coin de cette maison me rappelle combien nous étions heureux, combien notre famille était unie. Depuis la mort de Pierre, il y a 2 ans, d'un cancer qu'il a emporté en seulement 6 mois, je me suis accrochée à ces souvenirs comme à une bouée de sauvetage. Nicolas était devenu mon seul lien avec cette époque bénie, ma seule consolation dans cette solitude qui me pesait de plus en plus. Mon fils Nicolas, âgé de 42 ans, est arrivé de manière inattendue vers 20 heures ce soir. Habituellement, il ne venait que le dimanche après-midi, toujours pressé, toujours préoccupé par ses propres problèmes. Mais ce soir-là était différent. Il semblait différent, inquiet, évitant mon regard, ses mains tremblant légèrement quand il a retiré sa veste trempée par la pluie. « Bonsoir, maman » a-t-il dit en embrassant mon front avec une hâte inhabituelle. « Comment te sens-tu » J'ai trouvé la question étrange. Nicolas ne s'était jamais autant préoccupé de ma santé de cette manière. Généralement, nos conversations tournaient autour de ses difficultés professionnelles, de ses problèmes d'argent, de sa rupture avec Sylvie, qui avait emmené mes petits-enfants loin de Lyon. Il était au chômage depuis 6 mois après avoir perdu son emploi à l'usine Renault, et chaque visite était devenue un rappel douloureux de ses échecs. « Tu sembles fatiguée, maman. Et si je préparais ton thé ce soir » a-t-il proposé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire que je ne reconnaissais pas. Cette proposition m'a surprise au plus haut point. En 42 ans de vie, Nicolas ne s'était jamais proposé de préparer mon thé du soir. C'était mon petit rituel personnel, ma façon de clôturer chaque journée depuis la mort de Pierre. Une tasse de thé à la camomille, quelques biscuits sablés et les nouvelles du soir à Francin. Mais j'ai accepté, pensant que peut-être il essayait enfin d'être plus affectueux avec moi, qu'il réalisait enfin que nous n'avions plus que nous deux dans cette famille qui se réduisait chaque année un peu plus. Je me suis installée dans mon fauteuil préféré du salon, celui en velours bleu que Pierre m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. De là, je pouvais voir une partie de la cuisine grâce au miroir ancien accroché au mur du couloir. J'ai fait semblant de regarder les actualités, mais quelque chose dans le comportement de Nicolas me rendait alerte. Il y avait une tension dans l'air que je n'arrivais pas à identifier, comme ces moments où l'on sent qu'un orage va éclater sans voir encore les nuages. Nicolas bougeait de manière nerveuse dans la cuisine, ouvrant et fermant les placards plus fort que nécessaire, faisant s'entrechoquer les tasses. La pluie redoublait d'intensité contre les fenêtres, créant une mélodie monotone qui ajoutait à l'atmosphère étrange de cette soirée. Les réverbères de la rue Saint-Jean projetaient des ombres dansantes sur les murs de mon salon, et j'ai senti un frisson me parcourir les reins sans comprendre pourquoi. C'est alors que c'est arrivé. Je me suis levée silencieusement pour aller chercher mon mouchoir dans la chambre, mais en passant devant la cuisine, j'ai vu à travers l'entrebâillement de la porte une scène qui m'a pétrifiée sur place. Nicolas, mon propre fils, la chair de ma chair, retirait un petit comprimé blanc de la poche de sa veste et le laissait délibérément tomber dans ma tasse de thé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Le temps s'est arrêté pendant un moment qui m'a semblé éternel. Je suis restée là, figée, observant cet homme que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais nourri de mon lait, que j'avais veillé durant toutes ces maladies d'enfant, remuer soigneusement le thé avec une petite cuillère, s'assurant que le comprimé se dissolve complètement. Ses gestes étaient calculés, précis, méthodiques, comme s'il avait déjà accompli ce geste auparavant. Il a même pris le temps de sentir le thé, probablement pour s'assurer que l'odeur n'avait pas changé, puis il a essuyé soigneusement la cuillère et l'a remise dans le tiroir, effaçant toute trace de son acte. Mon cœur battait si fort que j'ai craint qu'il puisse l'entendre depuis la cuisine. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'appuyer contre le mur du couloir pour ne pas m'effondrer. 1000 pensées se bousculaient dans ma tête en quelques secondes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il compte me faire ? Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Ai-je déjà bu de ce thé empoisonné sans m'en rendre compte ? La réalité de ce que je venais de voir était si incroyable à accepter que mon cerveau refusait de la traiter. C'était comme si je regardais un film d'horreur, sauf que le monstre portait le visage de mon enfant.
Maman, ton thé est prêt, a crié Nicolas depuis la cuisine avec une voix enjouée, presque musicale, si différente de son ton habituel, morne et désabusé. J'ai respiré profondément, essayant de reprendre contenance, et je suis retournée au salon d'un pas que j'espérais normal. Il est venu vers moi avec la tasse fumante, ses mains ne tremblaient plus. Au contraire, il semblait détendu, presque soulagé. Voici, bien chaud comme tu l'aimes. Merci, mon chéri, ai-je répondu en recevant la tasse avec des mains qui luttaient pour ne pas trembler. J'ai remarqué qu'il avait utilisé ma tasse préférée, celle avec des petites roses peintes à la main que ma mère m'avait offerte pour mes 20 ans. Nicolas s'est installé sur le canapé en face de moi, dans une position qui lui permettait de m'observer attentivement. Ce n'était pas sa place habituelle. D'ordinaire, il s'asseyait à côté de moi sur le canapé ou restait debout, impatient de repartir. Cette fois, il s'était positionné comme un spectateur attendant le début d'un spectacle. « Bois, maman, avant que ça refroidisse », a-t-il insisté avec une douceur qui contrastait terriblement avec l'horreur de son geste. J'ai porté la tasse à mes lèvres, faisant semblant de boire mais me contentant d'humecter mes lèvres. Le thé avait un goût légèrement amer, métallique, très différent de ma camomille douce habituelle. « Il est délicieux », ai-je menti en lui adressant le sourire le plus naturel possible. Pendant 20 longues minutes, j'ai continué cette comédie macabre, semblant boire de petites gorgées tout en vidant discrètement le contenu dans le pot de fleurs posé à côté de mon fauteuil chaque fois que Nicolas détournait le regard. Mais il me surveillait avec une attention perturbante, comme un chat guettant une souris. Il a même essayé d'alimenter la conversation, me parlant de la météo, des nouvelles, de tout et de rien. Mais je sentais que chaque mot était calculé pour me maintenir éveillé jusqu'à ce que le supposé somnifère fasse effet. « Tu sais, maman, a-t-il dit à un moment, j'ai réfléchi dernièrement à tout ce que tu as fait pour moi. Tu mérites vraiment de te reposer. » Ces mots, qui auraient dû me toucher, m'ont glacé le sang. Quel sens avait-il réellement dans sa bouche? Finalement, j'ai laissé la tasse vide sur la table basse et me suis étiré théâtralement. « Mon Dieu, je suis vraiment très fatiguée ce soir », ai-je murmuré en forçant un bâillement. Les yeux de Nicolas ont brillé d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu ferais mieux d'aller te reposer alors, maman. Je vais rester ici encore un peu, regarder la télévision. » C'était également inhabituel. Nicolas ne restait jamais après mon coucher. Il avait toujours hâte de partir, prétextant des rendez-vous ou des choses à faire. Je lui ai dit bonsoir avec un baiser sur le front, ce geste maternel que j'accomplissais machinalement depuis 42 ans, mais qui ce soir-là avait un goût d'adieu. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte en laissant une fente minuscule pour observer, et je me suis allongée tout habillée sur mon lit. Mon cœur battait de manière si désordonnée que j'ai craint de faire un malaise. Allongée dans le noir, je tentais de donner un sens à ce que j'avais vu. Mon fils, mon unique enfant, l'homme qui m'appelait encore maman avec tendresse, venait de tenter de me droguer. Mais pourquoi? Et qu'avait-il l'intention de faire une fois que je serais inconsciente? 1 heure s'est écoulée. 1 heure qui m'a paru durer une éternité. Chaque minute était un supplice, chaque bruit de la maison me faisait sursauter. Puis j'ai entendu des pas prudents dans le couloir. Nicolas s'approchait de ma chambre. Pouvez-vous imaginer la terreur que j'ai ressentie à ce moment-là? Ce que j'ai découvert par la suite était encore pire que tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce qui s'est passé dans les heures suivantes a révélé des secrets qui ont changé non seulement ma vie, mais la vie de toute ma famille. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont capables des plus grandes trahisons. Allongée dans mon lit, dans l'obscurité complète de ma chambre, chaque seconde me semblait une éternité. Les pas de Nicolas s'approchaient lentement de la porte de ma chambre, et je pouvais entendre le parquet ancien craquer sous son poids. J'ai maintenu mes yeux fermés, contrôlant ma respiration pour donner l'impression d'un sommeil profond, alors que mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Il s'est arrêté devant ma porte. À travers mes paupières closes, j'ai senti la lumière du couloir filtrer dans la pièce quand il a entrouvert la porte. J'ai pu sentir son regard posé sur moi pendant de longues minutes interminables. Le silence était si dense que j'entendais ma propre circulation sanguine bourdonner dans mes oreilles. « Maman » a-t-il chuchoté si bas que c'était à peine audible, « tu dors ?» Je n'ai pas répondu, maintenant mon corps parfaitement immobile malgré la tension qui contractait tous mes muscles. J'ai entendu un soupir de soulagement s'échapper de ses lèvres, puis ses pas se sont éloignés. Mais quelque chose dans mon instinct maternel me disait que cette nuit ne faisait que commencer. Pendant 1 heure supplémentaire, je suis restée en alerte, captant chaque bruit de la maison. Nicolas était dans le salon, et j'entendais le murmure de sa voix.
Il parlait au téléphone à voix basse, sur un ton urgent, conspiratoire, que je ne lui connaissais pas. Parfois, sa voix s'élevait légèrement, trahissant une nervosité croissante, puis il se rappelait qu'il devait rester discret et baissait à nouveau le volume. J'ai tendu l'oreille, essayant de saisir quelques mots, mais la distance et le fait qu'il parlait délibérément rendaient la conversation incompréhensible. Tout ce que je pouvais discerner, c'était le rythme saccadé de ses phrases, comme s'il donnait des instructions ou confirmait un plan. À 23h30, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer avec un claquement étouffé. Je me suis levée précautionneusement et me suis approchée de la fenêtre de ma chambre, écartant délicatement le rideau en dentelle que ma mère avait cousu de ses mains. J'ai vu Nicolas sortir de l'immeuble et marcher rapidement dans la rue Saint-Jean, rendue luisante par la pluie persistante. Ses épaules étaient voûtées, ses mains enfoncées profondément dans les poches de sa veste, et il regardait constamment autour de lui, comme s'il craignait d'être suivi. La lumière jaunâtre des réverbères créait des ombres inquiétantes qui semblaient danser autour de lui. Où pouvait-il bien se rendre à une heure pareille, et surtout, pourquoi me laisser seule si j'étais censée être profondément endormie par le somnifère? J'ai enfilé ma robe de chambre en laine bleue, celle que Pierre m'avait offerte pour notre dernier Noël ensemble, et je suis sortie de ma chambre. L'appartement semblait différent dans la pénombre, plus grand, plus menaçant. Chaque meuble projetait des ombres inquiétantes, et le tic-tac de l'horloge grand-père du couloir résonnait comme un métronome sinistre. Je me suis dirigée vers le salon, mes pantoufles glissant silencieusement sur le parquet. Sur la table basse, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait chanceler. Une photocopie de mon contrat d'assurance vie, avec certains montants surlignés en jaune fluo. À côté, il y avait une enveloppe que j'ai immédiatement reconnue. C'était mon testament, celui que j'avais fait rédiger par Maître Dubois l'année dernière. Mes mains tremblaient violemment tandis que je feuilletais ces documents que Nicolas avait sortis de mon secrétaire. Il avait surligné toutes les clauses relatives à mon héritage, annoté les marges avec des calculs au crayon sur le montant de l'assurance vie. Il avait écrit, de sa propre écriture, 180 000 €. J'ai dû m'asseoir dans mon fauteuil, mes jambes ne me portant plus. J'étais en train de découvrir que mon propre fils avait minutieusement étudié ma valeur financière, calculé ce que ma mort pourrait lui rapporter. Comment en étions-nous arrivés là? Comment l'enfant que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais chanté des berceuses, pour qui j'avais sacrifié tant de choses, pouvait-il me réduire à une simple équation mathématique? J'ai remarqué d'autres papiers éparpillés, des relevés bancaires de mes comptes, que j'ignorais qu'il connaissait, une liste manuscrite de mes bijoux avec leur valeur estimée, et même une copie de l'acte de propriété de l'appartement. Il avait tout inventorié, tout évalué, comme un expert comptable préparant une succession. La sonnerie stridente du téléphone m'a fait sursauter si violemment que j'ai failli renverser la lampe. Qui pouvait appeler à une heure pareille? J'ai décroché avec une voix que j'espérais stable. « Allô, Madame Martin? Ici le docteur Rousseau de l'hôpital Édouard Herriot. Je suis désolée de vous déranger si tard, mais j'ai jugé nécessaire de vous contacter au sujet de votre fils Nicolas. Mon cœur s'est arrêté de battre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va bien. Oh, ne vous inquiétez pas, il se porte bien physiquement. Mais je dois vous informer qu'il est venu à l'hôpital cet après-midi en posant des questions très particulières concernant des médicaments destinés à aider les personnes âgées à dormir profondément. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Quel genre de médicaments? Des sédatifs puissants, madame. Des substances qui ne se trouvent normalement que dans les services de soins palliatifs ou en anesthésie. Il prétendait que c'était pour vous aider avec des insomnies sévères, mais les quantités qu'il demandait étaient très préoccupantes. Et il semblait remarquablement bien informé sur les dosages. Le docteur a marqué une pause, puis a ajouté « Madame Martin, en tant que médecin, j'ai le devoir de vous dire que les doses qu'il évoquait ne sont pas destinées à provoquer le sommeil, mais l'inconscience. Et dans certains cas, il n'a pas terminé sa phrase, mais je comprenais parfaitement ce qu'il sous-entendait. Il a obtenu ses médicaments? Ai-je demandé, la gorge serrée. Pas de nous, bien sûr. Mais il connaît quelqu'un dans l'établissement, un ancien soignant qui a été licencié récemment pour des irrégularités. Je crains qu'il n'ait pu se procurer ce qu'il cherchait par d'autres moyens. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité, tentant de relier tous les éléments de ce puzzle horrifiant. Nicolas était au chômage, désespéré par ses dettes, et maintenant je savais qu'il s'était procuré des médicaments dangereux. L'image devenait de plus en plus claire, et de plus en plus terrifiante. Le bruit de la clé dans la serrure m'a fait bondir. Nicolas était de retour. J'ai rapidement remis tous les papiers en place et couru vers ma chambre,
me glissant sous les couvertures juste à temps. J'ai entendu ses pas dans l'entrée, puis il s'est dirigé directement vers ma chambre. Cette fois, il est entré complètement, s'approchant de mon lit. J'ai senti son haleine proche de mon visage tandis qu'il vérifiait si j'étais vraiment inconsciente. Il a même soulevé délicatement mon bras et l'a laissé retomber, testant mon niveau de conscience. « Parfait », a-t-il murmuré pour lui-même, et ce simple mot a résonné dans ma tête comme une sentence de mort. Ce qui s'est passé ensuite m'a plongé dans un état d'horreur absolue. Nicolas a commencé à fouiller ma chambre de fond en comble, mais cette fois avec une méthode et une froideur qui m'ont glacé le sang. Il n'était plus le fils nerveux et désespéré que j'avais vu plus tôt. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de calculateur et déterminé. Il a ouvert mes tiroirs, fouillé dans mes affaires personnelles, jusqu'à trouver mon portefeuille avec toutes mes cartes bancaires. À travers mes paupières mi-closes, je l'ai vu photographier méticuleusement chaque carte avec son téléphone portable, probablement pour mémoriser les numéros. Ensuite, il a pris mon téléphone portable sur la table de chevet et a commencé à le manipuler. J'ai réalisé avec horreur qu'il cherchait les mots de passe de mes comptes bancaires, que j'avais naïvement sauvegardés dans l'appareil, croyant que personne d'autre que moi ne l'utiliserait jamais. Mais le pire restait à venir. Nicolas est sorti de la chambre et est revenu quelques minutes plus tard en portant une valise de taille moyenne. Il a commencé à y emballer certains de mes biens les plus précieux, les bijoux que Pierre m'avait offerts pour nos anniversaires de mariage, la montre en or massif qui appartenait à ma grand-mère, même les cadres photos en argent qui contenaient nos souvenirs de famille les plus chers. C'était comme s'il préparait mon départ définitif, ou comme s'il effaçait mon existence de cet appartement. Il manipulait chaque objet avec une froideur clinique, les enveloppant soigneusement dans du papier de soie, comme s'il préparait un déménagement. Parfois, il s'arrêtait pour examiner un bijou sous la lumière de sa lampe de poche, évaluant probablement sa valeur marchande. Son téléphone a vibré. Il a répondu en chuchotant « Oui, elle dort profondément. Oui, les documents sont tous là. Non. Elle ne se réveillera pas avant demain matin, ou plus tôt. Demain. Non, c'est trop risqué en plein jour. Oui, je comprends que tu aies besoin de l'argent aussi, mais il faut que ce soit parfait. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. Nicolas n'agissait pas seul. Il avait un complice, quelqu'un qui attendait également de profiter de ma disparition. La conversation a continué, et chaque mot était comme une lame qui s'enfonçait dans mon cœur. L'infirmière de l'hôpital ne soupçonne rien. J'ai dit que c'était pour traiter son insomnie. Oui, la dose que tu m'as donnée devrait fonctionner pendant au moins 12 heures. Non, on ne va pas le faire ici, trop risqué. On va l'emmener au lac, comme prévu. Le lac? Quel lac? Mon cœur battait si fort que j'ai craint qu'il puisse l'entendre depuis l'autre bout de la pièce. Oui, j'ai les clés de sa voiture. Ça ressemblera à un accident. Elle conduisant seule la nuit, fatiguée, somnolente. Personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Une vieille dame qui s'est endormie au volant, c'est malheureusement assez courant. Chaque mot était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Mon propre fils, l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais nourri de mon lait, que j'avais veillé pendant toutes ces maladies, était en train de planifier minutieusement ma mort. Les freins? Non, c'est trop compliqué et ça laisserait des traces. Le somnifère est plus sûr. Elle s'endormira au volant. La voiture ira dans le lac, et on dira qu'elle a eu un malaise. Avec son âge et le stress depuis la mort de son mari. Il parlait de ma mort comme d'un simple problème technique à résoudre, pesant le pour et le contre de différentes méthodes, comme s'il planifiait des vacances. Nicolas est revenu dans ma chambre une fois de plus. Cette fois, il portait une seringue. « Désolé, maman » a-t-il murmuré en s'approchant de moi. « Que j'étais ton trésor le plus précieux. Maintenant, tu vas m'aider une dernière fois. » Il s'est penché vers moi, la seringue à quelques centimètres de mon bras. La lueur de la lampe de poche se reflétait sur l'aiguille, créant un éclat métallique terrifiant. Je pouvais sentir l'odeur de sa transpiration, entendre sa respiration saccadée. Il était nerveux, mais déterminé. C'est à ce moment précis que j'ai pris la décision la plus courageuse de toute ma vie. Je ne pouvais pas rester là, passive, et laisser mon fils devenir un meurtrier. Je ne pouvais pas le laisser détruire sa vie et la mienne. Quelque part dans mon cœur de mère, je savais que je devais le sauver de lui-même, même si cela signifiait risquer ma propre vie. J'ai ouvert les yeux et j'ai parlé. « Arrête immédiatement, Nicolas !» Ma voix a tranché le silence comme une lame. Mon fils s'est figé instantanément, la seringue à quelques centimètres de mon bras. Le temps s'est suspendu dans cette chambre plongée dans la pénombre.
Ses yeux se sont écarquillés de terreur absolue quand il m'a vue assise dans le lit, parfaitement éveillée, le regardant droit dans les yeux avec une détermination qu'il ne m'avait jamais vue. La seringue a tremblé dans sa main. Son visage, éclairé par la faible lueur de sa lampe de poche, était devenu d'une pâleur cadavérique. Pendant quelques secondes interminables, nous nous sommes regardés en silence, mère et fils, dans cette chambre qui avait été témoin de tant de moments tendres de notre passé et qui devenait maintenant le théâtre de la confrontation la plus douloureuse de nos vies. « Maman, tu devrais être en train de dormir » a-t-il balbutié, cachant précipitamment la seringue derrière son dos, comme un enfant pris en flagrant délit de bêtise. Mais nous n'étions plus dans l'innocence de l'enfance. Nous étions dans l'horreur pure de la trahison adulte. « Dormir avec le comprimé que tu as mis dans mon thé ?» ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, froide, contrôlée, malgré le fait que mon cœur était en train de se briser en 1000 morceaux. J'ai allumé la lampe de chevet, et la lumière chaude a brutalement illuminé cette scène surréaliste. Nicolas, mon fils, se tenait debout à côté de mon lit avec une seringue destinée à me tuer. Ses vêtements froissés, ses cheveux ébouriffés, ses yeux injectés de sang témoignaient d'une nuit d'angoisse et de préparatifs sinistres. Le visage de Nicolas s'est décomposé entièrement. Toute couleur l'a quitté, et j'ai vu ses jambes trembler sous lui. « Je ne sais pas de quoi tu parles » a-t-il tenté de nier, mais sa voix cassée et ses mains qui tremblaient violemment trahissaient son mensonge. « Ne me mens pas » ai-je explosé, me levant du lit avec une énergie que je ne me connaissais pas. « J'ai tout vu. Je t'ai vu mettre le comprimé. Je t'ai vu fouiller mes affaires. J'ai entendu ta conversation téléphonique au sujet du lac. » La mention du lac a été le coup de grâce. Nicolas a laissé échapper la seringue, qui est tombée sur le parquet avec un bruit métallique sinistre. Ses épaules se sont affaissées, et j'ai vu s'effondrer en quelques secondes l'homme qu'il prétendait être, pour laisser place à l'enfant terrifié qu'il était redevenu. « Maman, tu ne comprends pas » a-t-il commencé, mais ses mots sont sortis dans un sanglot étouffé. « Je ne voulais pas. Je n'avais pas le choix. »« Pas le choix » ai-je répété, sentant ma voix monter malgré moi. « Pour tuer ta propre mère ? Pour voler mon argent ? Pour effacer 42 ans d'amour maternel ?» J'ai ramassé la seringue du sol, et Nicolas a reculé comme si j'allais m'en servir contre lui. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Nicolas ? Encore un de tes somnifères, ou quelque chose de plus définitif, cette fois. »« Maman, ce n'est pas ce que tu crois » a-t-il plaidé, mais les larmes qui coulaient sur ses joues démentaient ses paroles. « Alors explique-moi » ai-je crié. « Explique-moi pourquoi mon fils, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai nourri de mon lait, que j'ai consolé durant tous ces cauchemars, se tient dans ma chambre à 1h du matin avec une seringue. » Nicolas s'est effondré sur la chaise près de la fenêtre, enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient de sanglots incontrôlables. « Je suis désespéré » s'est-il écrié. « J'ai tout perdu, la maison, le travail. Sylvie m'a quitté et a emmené les enfants. Je dois de l'argent à des gens très dangereux, maman. Des gens qui vont me tuer si je ne paie pas. Et cela justifie de me tuer ?» ai-je demandé, sentant une douleur dans la poitrine qui était pire que toute douleur physique que j'avais jamais ressentie. « J'ai pensé que ce serait rapide, sans souffrance » a-t-il murmuré sans oser me regarder. « Tu as tellement souffert depuis la mort de papa. J'ai pensé que peut-être tu voudrais même. »« Comment oses-tu » ai-je explosé avec une fureur que je ne me connaissais pas. « Comment oses-tu décider que je veux mourir ? Comment oses-tu décider de la valeur de ma vie ?» Je me suis approché de lui, et il s'est recroquevillé sur sa chaise, comme s'il s'attendait à recevoir une gifle. Mais au lieu de cela, je me suis agenouillé devant lui, forçant cet homme de 42 ans à me regarder dans les yeux. « Nicolas, regarde-moi. Regarde bien ta mère. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut mourir ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a renoncé à la vie ?» Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard toute la culpabilité, toute la honte, toute la terreur d'un homme qui réalise l'énormité de ce qu'il a failli commettre. « Depuis la mort de ton père, j'ai effectivement eu des moments difficiles » ai-je continué d'une voix plus douce. « Mais j'ai aussi eu des moments de joie. J'ai mes souvenirs, mes livres, mes voisines avec qui je joue aux cartes le jeudi. J'ai mes petits-enfants qui m'appellent de Marseille. J'avais mon fils qui venait me voir le dimanche. »« Tu avais ?» a-t-il demandé, comprenant la portée de mes mots. « Nicolas, après cette nuit, comment pourrais-je te regarder sans penser à cette seringue ? Comment pourrais-je boire un thé que tu m'apportes sans me demander s'il contient un poison ? Comment pourrais-je dormir tranquille en sachant que mon propre fils a calculé combien vaut ma mort ? » Il s'est mis à pleurer plus fort,
des sanglots de petit garçon qui contrastaient horriblement avec la gravité de ses actes d'adulte. « Qui est ton complice » ai-je demandé plus froidement. Nicolas a hésité, puis a murmuré. « C'est mon ami Marcel. Marcel Dubois. Il travaillait à l'hôpital comme soignant avant d'être licencié. C'est lui qui a eu accès aux médicaments. Il doit de l'argent aux mêmes personnes que moi. Et vous avez pensé qu'assassiner une femme âgée résoudrait tous vos problèmes? On n'allait pas te tuer directement, s'est-il défendu, comme si cela changeait quelque chose. On allait juste te rendre très somnolente et te mettre dans la voiture, faire croire que tu t'es endormie en conduisant et que tu es tombée dans le lac de Miribel. Ah, que c'est généreux, ai-je répliqué avec un sarcasme que je ne me connaissais pas. Une mort plus humaine. Et ensuite, vous auriez pleuré à mes funérailles en jouant les fils et amis éplorés. Nicolas ne pouvait plus parler, tellement il s'engloutissait. C'est alors que le téléphone a sonné dans le silence tendu de cette confrontation. La sonnerie nous a fait sursauter tous les deux. Il était presque 2 heures du matin. Qui pouvait appeler à une heure pareille? Réponds, ai-je ordonné. Avec des mains tremblantes, Nicolas a décroché le téléphone de ma table de chevet. Allô? Oui, Marcel. Non, pas encore. Il y a eu un problème. Elle s'est réveillée. J'entendais la voix hystérique de l'homme à l'autre bout de la ligne, qui criait sur Nicolas. J'ai arraché le téléphone des mains de mon fils. Marcel? Ici Pauline Martin, la femme que vous comptiez assassiner cette nuit. Un silence de mort s'est installé à l'autre bout de la ligne. J'ai entendu toute votre conversation. Je sais tout sur votre plan, sur les médicaments, sur le lac. Et sachez que j'ai déjà appelé la police. C'était un mensonge. Je n'avais pas encore appelé, mais j'avais besoin d'effrayer cet homme. Vous ne pouvez rien prouver, a balbutié Marcel à l'autre bout du fil. Vraiment? J'ai des enregistrements de vos conversations, des témoins de l'hôpital, et un fils qui se trouve ici même devant moi avec une seringue pleine de sédatifs. Combien de temps pensez-vous avoir avant que la police arrive? J'ai raccroché brutalement et me suis tourné vers Nicolas, qui était en état de panique totale. Maman, s'il te plaît, n'appelle pas la police, a-t-il supplié. Je vais partir. Je ne t'embêterai plus jamais. S'il te plaît, pense à tes petits-enfants. Ils ne peuvent pas voir leur père en prison. Mes petits-enfants, ai-je répété lentement. Tu as pensé à eux quand tu planifiais de me tuer? Tu as pensé qu'ils grandiraient en sachant que leur père a assassiné leur grand-mère? Nicolas n'avait aucune réponse à cela. C'est alors que j'ai pris une décision qui me surprend encore aujourd'hui. Lève-toi, ai-je ordonné. Il a obéi, confus et terrifié. Assieds-toi sur cette chaise et écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant va déterminer si tu sors d'ici comme mon fils ou comme un criminel. Nicolas s'est assis, essuyant les larmes avec le dos de ses mains comme un enfant puni. Mais ce n'était plus un enfant. C'était un homme adulte qui avait fait des choix d'adulte et qui allait devoir en assumer les conséquences. Je me suis assise sur le bord de mon lit, face à lui, et j'ai commencé à parler. Les mots qui sont sortis de ma bouche cette nuit-là allaient changer nos vies à jamais. Nicolas s'est assis sur la chaise, essuyant les larmes avec le dos de ses mains. Je me suis positionnée face à lui, sentant un poids immense sur mes épaules, le poids d'une mère qui doit prendre la décision la plus difficile de sa vie. Dans cette chambre baignée par la lumière douce de ma lampe de chevet, entourée des souvenirs de toute une vie, j'allais prononcer les mots qui détermineraient notre avenir à tous les deux. Il y a 54 ans, ai-je commencé d'une voix que j'essayais de garder stable, je t'ai tenu dans mes bras pour la première fois. Tu étais si petit, si fragile, que j'ai promis que jamais je ne laisserai rien de mal t'arriver. Nicolas m'a regardé avec des yeux gonflés de larmes, ses cils mouillés lui donnant l'apparence de l'enfant qu'il avait été pendant toutes ces années. Combien de fois me suis-je sacrifié pour toi? Combien de nuits ai-je passé éveillé quand tu étais malade? Combien de fois ai-je travaillé des heures supplémentaires pour acheter tes jouets, tes vêtements, payer ton éducation? J'ai marqué une pause, laissant mes souvenirs remonter à la surface. Je revoyais ce petit garçon aux cheveux bouclés qui courait dans cet appartement, qui s'endormait dans mes bras en suçant son pouce, qui me disait « Je t'aime, maman » avec cette innocence pure de l'enfance. Te souviens-tu, Nicolas, quand tu avais 7 ans et que tu as eu cette pneumonie? Le médecin disait que c'était grave, qu'il fallait t'hospitaliser. J'ai passé 3 semaines sans dormir à ton chevet, à éponger ton front fiévreux, à te faire boire de petites gorgées d'eau. Ton père travaillait, quelqu'un devait payer les factures, alors c'est moi qui ai veillé. Un sanglot s'est échappé de la gorge de Nicolas. Et quand tu avais 15 ans,
quand tu as eu cet accident de vélo et que tu t'es cassé la jambe, qui a pris des congés sans solde pour s'occuper de toi? Qui t'a porté quand tu ne pouvais pas marcher? Qui t'a aidé à faire tes devoirs quand tu étais cloué au lit? Maman, a-t-il murmuré. Ne m'interromps pas, ai-je coupé sèchement. Quand ton père est mort, j'aurais pu aller vivre avec ma sœur Françoise à Marseille, avoir une vie plus tranquille, plus douce. Elle me le proposait sans cesse. Mais je suis restée ici, à Lyon, parce que tu étais ici, parce que tu étais ma vie, mon ancrage, ma raison de continuer. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville silencieuse à l'extérieur. Les réverbères éclairaient faiblement les rues humides, et quelques fenêtres restaient allumées dans les immeubles d'en face, d'autres vies, d'autres familles, d'autres histoires qui se déroulaient parallèlement à la nôtre. Et aujourd'hui, j'ai découvert que ce même fils, pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter, était en train de planifier de prendre la mienne. Je ne suis plus l'homme que tu as élevé, a murmuré Nicolas d'une voix brisée. Je suis devenu un échec, un lâche, un monstre. Je me suis retournée vers lui brusquement. Tu crois que c'est une question d'échec, d'argent, Nicolas? Tu as travaillé chez Renault pendant 15 ans. Tu es intelligent, capable. Perdre un emploi, ce n'est pas la fin du monde. Mais les dettes, les gens qui veulent te faire du mal. Et tu as pensé que la solution était de me tuer? Ai-je demandé, sentant ma voix se briser pour la première fois. Au lieu de venir me parler, de me demander de l'aide, de chercher ensemble une solution. Nicolas a baissé la tête, la honte l'empêchant de me regarder. J'avais honte. Honte de quoi? D'être humain. De traverser des difficultés. Je me suis assise sur le bord du lit, face à lui. C'était le moment de lui révéler quelque chose qu'il ignorait complètement. Nicolas, sais-tu combien d'argent j'ai sur mon livret d'épargne? Il m'a regardé, confus. 12 000 euros. Sais-tu pourquoi je gardais cet argent? Pour nous le laisser en héritage, à moi et à mes petits-enfants. Mais sais-tu quoi? J'aurais donné chaque centime pour toi, aujourd'hui même, si tu m'avais simplement parlé de tes problèmes. Les yeux de Nicolas se sont écarquillés d'incrédulité. Tu m'aurais donné l'argent. Bien sûr. Tu es mon fils. Je préfère mourir pauvre en sachant que je t'ai aidé à recommencer, plutôt que de mourir riche en sachant que tu souffres. Cette révélation l'a bouleversé. Il s'est remis à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes différentes, de remords authentiques, de honte profonde, de regret absolu. Mais maintenant, nous avons un problème, ai-je continué. Après cette nuit, comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Comment pourrais-je te regarder sans repenser à cette seringue, au comprimé dans le thé, au plan que tu as élaboré avec Marcel? Je ne sais pas, a-t-il chuchoté. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à ma commode, d'où j'ai retiré une enveloppe que j'avais préparée quelques mois auparavant, après avoir vendu quelques bijoux de famille que je ne portais plus. Cette enveloppe contient l'argent dont tu as besoin pour rembourser tes dettes, ai-je dit en la tenant dans mes mains. Mais il y a une condition. Nicolas m'a regardé avec un mélange d'espoir et de désespoir. Tu vas prendre cet argent, tu vas régler tes dettes, et ensuite tu vas te rendre à la police. Quoi? A-t-il exclamé en se levant de sa chaise. Assieds-toi, ai-je ordonné avec fermeté. Tu as commis une tentative d'homicide. Tu as planifié mon assassinat. Cela ne peut pas rester impuni. Mais, maman, si je vais en prison. Tu aurais dû y penser avant, l'ai-je interrompu. Nicolas, tu dois payer pour ce que tu as fait. Tu dois comprendre la gravité de tes actes. Et moi, j'ai besoin de savoir que tu as appris la leçon. Il est resté silencieux pendant de longues minutes, le regard perdu dans le vide. Combien de temps resterai-je en prison? Je ne sais pas. Peut-être quelques années. Mais sais-tu quoi? Je serai là quand tu sortiras. Je serai là pour t'aider à reconstruire ta vie, pour te soutenir, pour redevenir ta mère. Et si je ne me rends pas? J'ai planté mon regard directement dans le sien. Alors tu ne seras plus mon fils, et cet argent ira à une association caritative. Nicolas s'est levé, arpentant la chambre comme un animal en cage. Tu me mets dans une situation impossible. Non, ai-je répondu calmement. Tu t'es mis dans cette situation quand tu as décidé que tuer ta mère était une option acceptable. Les heures ont passé. Nous avons parlé, pleuré, crié parfois. J'ai raconté à Nicolas tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, tous les moments de bonheur qu'il m'avait donnés, tous les espoirs que j'avais eus pour son avenir. Il m'a parlé de sa descente aux enfers, de ses dettes de jeu,
de ces hommes dangereux qui le menaçaient, de sa peur, de son désespoir. À 3 heures du matin, après des heures de conversation, de larmes et de confrontation, Nicolas a finalement pris sa décision. « Je vais me rendre », a-t-il dit d'une voix qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en une seule nuit. « Tu as raison. Je dois payer pour ce que j'ai fait. » Je l'ai serré dans mes bras pour la première fois de cette nuit terrible. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré la douleur qu'il m'avait infligée, il restait mon enfant. Je t'aime, Nicolas. Je t'aimerai toujours. Mais je t'aime aussi assez pour te laisser affronter les conséquences de tes actes. 3 jours plus tard, Nicolas s'est présenté au commissariat de police du 5e arrondissement, accompagné de Maître Durand, l'avocat que j'avais engagé pour lui. Marcel a été arrêté le même jour dans son appartement miteux de Villeurbanne, où la police a trouvé le reste des médicaments volés. L'enquête a révélé que Nicolas devait 50 000 € à un réseau de paris clandestins, et Marcel lui devait 60 000 € aux mêmes personnes. Ils avaient planifié mon meurtre depuis plusieurs semaines, étudiant mes habitudes, mes horaires, mes routines. Pendant le procès, 6 mois plus tard, j'étais assise au premier rang du tribunal quand le juge m'a demandé si je souhaitais prendre la parole. Je me suis levée avec dignité. « Votre honneur, cet homme a planifié ma mort. Mais c'est aussi mon fils. Et je crois que les gens peuvent changer, peuvent apprendre, peuvent se racheter. Je demande que la sentence soit juste, mais qu'elle lui donne aussi la possibilité de redevenir l'homme que je sais qu'il peut être. » Nicolas a été condamné à 3 ans de prison ferme, mais il n'en a purgé que 2 grâce à sa bonne conduite et à son travail exemplaire à l'atelier de menuiserie de la prison. Aujourd'hui, 3 ans après sa libération, Nicolas travaille comme menuisier dans un petit atelier du quartier de la Croix-Rousse. Il habite un modeste 2 pièces à quelques rues de chez moi. Nous dînons ensemble tous les dimanches, comme avant, mais notre relation a changé. Elle est plus vraie, plus profonde, débarrassée des non-dits et des faux-semblants. Il n'a jamais touché à l'argent que je lui avais proposé cette nuit-là. Il a insisté pour que je le donne à la Fondation hospitalière Sainte-Marie, qui s'occupe des personnes âgées. « Je ne mérite pas cet argent », m'a-t-il dit. « Je préfère tout reconquérir par mon propre travail. » Mes petits-enfants, qui avaient 8 et 12 ans à l'époque, connaissent maintenant la vérité sur ce qui s'est passé. « C'était difficile, mais nécessaire », m'a dit ma petite fille aînée, Clara. « Papa a fait quelque chose de très mal, mais tu lui as appris à redevenir bon. » Cette phrase résume peut-être tout. Parfois, aimer vraiment quelqu'un, c'est accepter de le voir tomber pour l'aider à se relever de la bonne manière. Il y a quelques semaines, Nicolas m'a apporté des fleurs, pas parce que c'était mon anniversaire ou une date particulière, mais simplement parce qu'il en avait envie. En me tendant le bouquet de roses blanches, il m'a dit « Merci de m'avoir sauvé de moi-même, maman. Et savez-vous quoi? Je dors bien la nuit, maintenant. Non pas parce que je suis certaine d'être en sécurité. Après tout, la vie apporte toujours des risques, mais parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai sauvé mon fils, non seulement d'une vie de criminalité, mais de devenir un homme que je n'aurais pas pu reconnaître. » L'année dernière, pour mes 75 ans, Nicolas m'a offert quelque chose d'extraordinaire. Il avait sculpté de ses mains, dans son atelier, une reproduction miniature de notre ancien canapé familial, celui sur lequel nous nous installions tous les 3 le dimanche soir pour regarder la télévision quand il était enfant. « Pour que tu n'oublies jamais les bons moments », m'a-t-il dit. Mes petits-enfants viennent me voir plus souvent, maintenant. Clara étudie le droit à la Sorbonne et veut devenir avocate pour aider les gens comme son père à s'en sortir. Son petit frère Julien, lui, veut devenir menuisier comme son père, pour fabriquer de belles choses au lieu de détruire, dit-il avec la sagesse surprenante de ses 15 ans. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de dire non. Parfois, sauver quelqu'un signifie le laisser se briser complètement pour qu'il puisse se reconstruire correctement. Et parfois, découvrir que quelqu'un qu'on aime est capable du pire nous enseigne que nous sommes tous capables du meilleur, à condition d'avoir le courage de choisir le chemin le plus difficile, mais le plus juste. Cette leçon, je l'ai apprise à 73 ans, dans une nuit qui aurait pu être ma dernière. Mais au lieu de mettre fin à ma vie, cette nuit a donné naissance à une nouvelle vie pour mon fils et pour moi. Voici mon histoire, une histoire de trahison, de pardon, de justice, et par-dessus tout, d'un amour assez fort pour exiger la responsabilité. Si vous êtes parent, si vous avez des enfants que vous aimez, souvenez-vous, ne les protégez pas des conséquences de leurs actes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Le véritable amour parental, c'est avoir le courage d'enseigner que nos choix ont du poids, que nos actes ont des conséquences, et que la rédemption ne vient qu'à travers la responsabilité. Je m'appelle Pauline Martin, j'ai maintenant 76 ans,
Et cette nuit-là m'a enseigné qu'être mère ne se termine pas quand les enfants grandissent. Parfois, être mère signifie prendre les décisions les plus difficiles de nos vies, même quand cela nous brise le cœur. Parfois, l'amour le plus profond demande le sacrifice le plus douloureux. Et parfois, ce sacrifice permet de sauver ce qu'il y a de plus précieux, l'humanité de ceux qu'on aime. Parfois, la vie nous place face à des choix que nous n'avions jamais imaginé devoir faire. J'ai affronté le mien cette nuit terrible, et aujourd'hui, je partage avec vous non seulement une histoire, mais une réflexion sur ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont peut-être vos propres enfants adultes, vos propres défis familiaux, vos propres nuits d'insomnie à vous demander où vous avez échoué ou comment aider. Certains d'entre vous vivent peut-être des situations difficiles avec des personnes que vous aimez, vous questionnant sur s'il faut intervenir ou laisser faire. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont un jour dû choisir entre protéger quelqu'un de ses conséquences ou l'aimer suffisamment pour le laisser apprendre. Racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile par amour? Avez-vous déjà dû dire non à quelqu'un que vous aimez, même en sachant que cela allait faire mal? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté? Peut-être êtes-vous quelqu'un qui a dû apprendre une leçon difficile pour devenir une meilleure personne? Vos histoires comptent. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui traversent la même chose. N'ayez pas peur de partager, de vous ouvrir. Parfois, c'est justement en partageant nos douleurs que nous trouvons notre guérison. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, laissez un like pour que d'autres personnes puissent aussi la trouver, et abonnez-vous à la chaîne. Car ici, nous partageons non seulement des histoires, mais des morceaux de vraie vie qui nous font grandir ensemble. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour véritable au lieu de l'amour facile. À la prochaine histoire. Prenez soin de vous, et prenez soin de ceux que vous aimez, de la bonne façon.